Avec toi, Mohamed, on avait envie d'interroger le traitement politique et social des quartiers populaires en ce moment pendant cette crise qui est loin d'être strictement sanitaire. Avant, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, Mohamed Ben Salah, 51 ans, marié, 2 enfants, membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille, membre du collectif Quartier Nord, Quartier Fort, militant à Sud Santé Solidaire et militant de la France Insoumise. Aujourd'hui, comment se traduit cette crise dans les quartiers populaires où vous agissez? Ben, elle se traduit par une aggravation considérable des phénomènes d'inégalité socio-économiques, sanitaires bien sûr, puisqu'on est en pleine crise sanitaire, et par une dégradation des conditions de vie des habitants des quartiers populaires, hein. Pour entrer dans le détail, on a un recul des services publics, hein, pratiquement plus de distribution de courrier, les transports quasi inexistants à cause des règles de distanciation sociale, ce qui se traduit au quotidien pour les gens qui continuent à essayer d'aller travailler par le fait que les bus ne s'arrêtent pas aux arrêts de bus, tout simplement. Et puis, il y a tout un pan qui soutenait économiquement ces familles dans nos quartiers, un pan économique, d'économie informelle, basé sur les petits boulots, tels que les ménages, etc., la mécanique, etc., etc., etc. Et tout ce volet-là est en train de s'effondrer, s'étioler, avec absolument aucun soutien ni de la part des collectivités territoriales, ni de la part des mesures prises par le gouvernement. On voit bien que Monsieur Édouard Philippe, Castaner, n'en parlons pas, puisque lui dit très clairement, au moins il ne se cache pas derrière son petit doigt, que les quartiers populaires ne sont pas la priorité pour le gouvernement. Donc au moins ça, c'est clair. Mais enfin, en tout cas, tous les membres du gouvernement ne sont absolument pas au fait de la situation. Soit il la minore, soit de toute façon, ils s'en serviront a posteriori pour justifier un état d'urgence qui va perdurer, un état d'urgence sécuritaire, hein, j'entends. Alors, nous voyons bien en ce moment qu'un certain nombre de médias dominants continuent de désigner les habitants et les habitantes des quartiers populaires comme étant des fauteurs à l'ordre public. Comment est-ce que ça vous fait réagir, vous? En tant que militant des quartiers, des quartiers populaires, nous, on essaie de déconstruire cette image, hein, de l'habitant des quartiers populaires qui serait une espèce de sauvageon. Ça fait des années et des années qu'on sert d'exutoire, de bouc émissaire de toutes les politiques sécuritaires qui sont mises en place dans ce pays. Mais je vais donner deux exemples qui prouvent qu'en réalité, on est les victimes de ce système et pas les fauteurs de troubles, comme tu dis si joliment, parce que je crois qu'ils utilisent d'autres mots concernant les habitants des quartiers populaires. Mais là, en pleine distribution alimentaire, c'était hier, on a l'association Mamba qui fait un travail formidable auprès des populations de migrants. Donc ces gens-là étaient en train de distribuer de la nourriture à des gens qui ont faim. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Une descente de police qui a fini par gazer et les militants j'allais dire les usagers, mais en tout cas les populations qui venaient pour essayer de se nourrir et de nourrir leur famille. Là, il y a un rupture dans la continuité, je ne sais même pas comment dire ça sans utiliser des termes emphatiques, mais une rupture dans la continuité républicaine au niveau moral. C'est-à-dire qu'en réalité, on part du principe que ces populations-là, on peut leur faire subir toutes les humiliations, toutes les formes de répression, toutes les formes de violence, sans qu'il y ait une véritable réponse de la part de toute, alors pour ce qui me concerne, de la part de toute la gauche, la gauche et des citoyens. Il n'y a plus cette faculté ou cette potentielle indignation qui pourrait créer une réponse pour que ces phénomènes de distanciation entre les quartiers populaires et le reste de la société finissent par se réduire. Non, en fait, tout est normal. Donc, je cite l'exemple de Mamba et je voudrais avoir une pensée pour la famille de le jeune homme qui a été contrôlé après le couvre-feu à Béziers et assassiné par la police municipale, ce qui prouve qu'effectivement, armer la police municipale, voilà ce que ça donne. Ça se passe pas de façon anodine à Béziers, pas de façon anodine dans la municipalité qui est contrôlée par un maire raciste, xénophobe,
donc Ménard. Et cette dérive-là, elle devrait susciter l'indignation de la classe politique, des militants associatifs et de l'ensemble de la société française. Moi, je retourne le compliment quand on dit que nous sommes les fauteurs de troubles. Non, les quartiers populaires ne sont pas les fauteurs de troubles, ils sont juste les victimes des troubles du néolibéralisme, entre autres, et de la pensée dominante. Pour toi, qu'est-ce que, justement, tu as commencé à l'aborder, mais qu'est-ce que cette crise vient révéler de la place des pouvoirs publics dans la gestion de cette crise? On a eu un traumatisme avec le 5 novembre, qui est bien placé pour le savoir. Les copains du collectif du 5 novembre sont montés au créneau. Ils ont réussi un amalgame sans précédent. Effectivement, il y a eu des états généraux, la création du pacte démocratique et cette thématique de l'incurie des pouvoirs publics. En l'occurrence, là, il s'agissait de la mairie de Marseille. C'était un révélateur pour la population où effectivement on a cette idée un petit peu diffuse où on se dit ben, en réalité ils s'en foutent, ils font leurs petites affaires politiques et puis le reste ne les concerne pas vraiment. On est dans un système à Marseille où on navigue entre clientélisme, affairisme et népotisme. Mais là, cette crise sanitaire, elle élargit le spectre de cette incurie. C'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est la crise quasi humanitaire qu'il y avait eu à Marseille après l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne qui se répercute sur l'ensemble du territoire français, bon, on va dire de l'Europe et du monde. Mais en tout cas, on voit que nos gouvernants ne sont absolument pas à la hauteur dans la façon dont ils appréhendent l'aspect sanitaire, dans la façon dont ils appréhendent l'aspect sanitaire, dans la façon dont ils appréhendent l'aspect social. C'est-à-dire que les risques sont multiples. Au-delà même de l'épidémie et des ravages qu'elle cause dans les familles, il y a moi quelque chose que je vois venir, malheureusement, un petit peu de façon floue pour l'instant, mais j'ai peur que au-delà des inégalités dont je parlais tout à l'heure, au-delà de l'aggravation des conditions de vie, cette forme de relégation de tout un pan de la société française finit par juste figer, gravé dans le marbre, cette espèce de relégation. Ça fait longtemps que l'extrême droite et la droite en a fait son cheval de bataille, qu'en réalité, ces territoires-là, il fallait mettre un mur entre eux et le reste de la société et y aller. Ben, j'ai peur que cette crise sanitaire finisse par donner des arguments ou des pseudo-arguments à ces gens-là qui en réalité ne gèrent rien du tout. Hein. Ils sont complètement à la ramasse à tous les niveaux. Et malheureusement, ce sont les citoyens, ce sont les militants de terrain, ce sont les collectifs, ce sont les bénévoles qui donnent des leçons aux institutions. Notamment, si tu me permets de parler 2 petites minutes, à moins que tu voulais peut-être me poser une question, je parle trop. Non, non, pas du tout. Justement, je voulais qu'on en vienne aux alternatives que vous êtes en train de construire avec d'autres collectifs. Je pense notamment aux salariés de McDo, à Emmaüs, à l'association Santé pour tous, avec le collectif d'Herbel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ben, c'est dans la droite ligne de ce que j'étais en train de te dire, c'est que les gens s'aperçoivent qu'ils sont laissés à l'abandon. En gros, débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Vous ne le faites pas, mais en tout cas, l'État, le rapport à l'État, c'est devenu purement un rapport punitif, répressif. Donc du coup, pour tout ce qui est amortisseur social, ce sont les collectifs, les militants, les citoyens, les bénévoles qui font ce travail-là. Mais la difficulté, c'est qu'on n'est pas en capacité d'assumer ça. Donc, ce qui s'est passé autour de la plateforme de distribution alimentaire solidaire qui a été montée par les copains sur le McDo Saint-Barthélemy, c'est juste le constat qu'il y avait un vide ou en tout cas, qu'il n'y avait pas de réponse adéquate, il n'y avait pas de réponse du tout même de la part des pouvoirs publics à ce désarroi dans lequel la population est plongée. Il y a des gens qui ont faim, clairement. Donc nous, on n'a pas vocation avec le SQPM, on remercie vraiment très très chaleureusement toutes les personnes, tous les collectifs, toutes les associations comme Emmaüs, comme la Caillasse, comme Vendredi 13, comme des tas d'autres, comme Mamba avec qui on travaille aussi, qui nous ramènent des dons. On remercie tous les gens qui contribuent financièrement ou par leur force de travail à monter
cet endroit qui est un endroit de solidarité, mais d'humanité, j'allais dire, tout simplement. Hein. En réalité, on voit les gens crever de faim, on ne peut pas rester sans réponse face à ça. Et si on a réussi quelque chose, réellement, c'est de montrer qu'il y avait un vide dans la réponse donnée à ces habitants et à ces habitants qui sont des citoyens et qui sont sous la responsabilité de l'État. De la même manière que dans le Code du travail, on dit alors là c'est le pacte social, là c'est pas le contrat de travail qui nous lie à l'État, mais comme dans le contrat de travail, on dit qu'effectivement l'employeur a une obligation de protection des salariés, nous on dit clairement en termes de syndicalisme de quartier que l'État a une obligation de protection sociale, sanitaire, vis-à-vis des populations, quelles qu'elles soient. Sinon, on rentre dans le domaine de la discrimination et du racisme d'État. Et on n'a pas forcément envie de dire des gros mots, mais s'il faut lâcher le mot, oui, je le lâche. Alors, quels sont les principaux messages que tu aurais envie de porter aujourd'hui, mais aussi pour les mois et années à venir, parce qu'on sait très bien qu'on s'attaque à des problèmes d'ordre structurel et que du coup, les réponses, les alternatives, si je puis dire qu'on est en train de construire, seront aussi d'ordre structurel? Moi, je voudrais déjà tirer une sonnette d'alarme sur cette crise sanitaire qui n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise sanitaire certes, mais c'est une crise politique et une crise morale de l'ensemble de la société qui doit se poser des questions sur. On avait publié en 2013 l'urgence sociétale, hein, c'était pas pour rien, c'était qu'effectivement on pensait qu'il y avait un point de rupture, un point de bascule qui était en train auquel on allait parvenir. Je crois qu'on y est en plein dedans. Et je voudrais qu'on dénonce collectivement déjà la fracture sanitaire, économique, sociologique, numérique qui entraîne une fracture pédagogique. Parce que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais je ne sais pas comment la scolarité des jeunes, des élèves et des étudiants de nos quartiers va pouvoir se relever de ce traumatisme qui était vraiment une rupture dans le continuum pédagogique. Je ne sais pas si ils mesurent le fait que dans nos quartiers, pas tout le monde a des ordinateurs, pas tout le monde peut faire de la visioconférence, pas tout le monde est suivi familialement, pas tout le monde est encadré pour qu'on lui dise oui, fais ceci ou fais cela. Et je voudrais qu'on alerte les pouvoirs publics, les gens de bonne volonté, citoyens, écologistes, la gauche, etc., pour vraiment prendre à bras le corps cette problématique. Ce n'est pas une problématique accessoire, c'est une problématique centrale dans le monde d'après ou le monde d'aujourd'hui qu'on est en train de construire. Ce qu'on a fait avec la plateforme de distribution alimentaire solidaire à Saint-Barthélemy, c'est l'exemple type de ce qu'on doit démultiplier sur des tas de domaines d'action. Hein. Nous, on n'a absolument pas la prétention de changer tout seul les choses. Si on arrive à tenir le coup sur cette action-là, c'est parce qu'on a immédiatement le relais. Alors, je sais que tu as déjà interviewé Charlotte, que je salue par ailleurs, mais voilà, Charlotte, elle passe 24 heures sur 24 avec Salim là-bas au McDo Saint-Barthélemy. C'est ce genre de collaboration, d'implication citoyenne qui fait qu'on va changer les choses. Mais au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose à faire aussi, et c'est un appel personnel que je fais aux organisations politiques, aux organisations syndicales, pour que cette thématique des quartiers populaires soit plus juste une thématique accessoire ou juste une variable d'ajustement électoral à un instant donné ou à un autre. Il faut vraiment que les syndicats, les organisations politiques fassent un vrai travail de réflexion sur la façon dont on va raccrocher ces quartiers au destin commun. On parle de biens communs et les biens communs, oui, c'est extrêmement important, mais le destin commun, c'est extrêmement important aussi si on veut reconstruire une culture commune, une identité commune et une projection dans l'avenir, donc dans le monde d'après commune. Ben, c'est par ce genre de collaboration sur le terrain que ça se construit. C'est vraiment hyper important. J'en appelle à toutes celles et ceux qui ont participé aux États généraux de Marseille de réfléchir à comment on relance les États généraux, parce que là, ce n'est même pas des États généraux de Marseille qu'il faut relancer, mais c'est des États généraux sur l'ensemble de la France. On n'est pas en 1789, mais vu la merde que fait le gouvernement, on n'en est pas loin. Donc oui, ça, c'est un appel que je fais à l'ensemble des gens, à réfléchir de façon radicale, et ce n'est pas juste une radicalité de posture, mais une radicalité dans l'action. Merci Mohamed Bensada, force et courage à Merci toi, à toi. à tout ton collectif et puis à très bientôt. Merci.